Bonjour Susan. Bonjour Delphin. Aujourd'hui, on va parler droit d'auteur, C'est ça. et plus précisément droit d'auteur sur les serious games. Ouais, tout à fait. Un vaste sujet. Je ne sais pas si c'est un vaste sujet. En tout cas, c'est un sujet qui pose beaucoup de questions à beaucoup de gens. Alors pourquoi ça pose beaucoup de questions à beaucoup de gens? Parce que pour les livres, ça en pose pas tant que ça. Pour les images, ça en pose pas tant que ça. En fait, le jeu de société, je ne parle pas du jeu vidéo, mais le jeu de société n'est pas reconnu comme une œuvre culturelle. Donc, ça complique un petit peu les droits d'auteur. Maintenant, ça reste une œuvre de l'esprit. Donc, c'est couvert par la propriété intellectuelle. Et un auteur ou une autrice de jeu est pleinement auteur ou autrice. Alors pourquoi ça pose un problème? Parce que c'est dur de montrer qu'on est auteur ou autrice dans un jeu. Alors dans les serious games, la question se pose pas trop parce que très souvent on a des contrats avec nos clients. Enfin, on devrait tous avoir des contrats avec nos clients qui cèdent nos droits parce que ça protège nos clients finalement de qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire avec. Et puis nous, on a en général acheté dans un serious game des droits à illustrateurs, illustratrices par exemple. Et donc, on n'a pas le droit de vendre à nos clients des droits qu'on n'a pas achetés. Donc déjà, rien que ça veut dire qu'on borde un peu les choses. Et ça, c'est bien à la fois pour nous, mais surtout pour le client. En fait, c'est souvent, on a l'impression que c'est l'inverse, mais c'est le client qu'on protège en cadrant bien les droits, parce que comme ça, il sait ce qu'il a le droit de faire. Et en fait, sinon, il n'a rien le droit de faire, vu qu'on est pleinement auteur ou autrice. Donc, c'est important de céder les choses. Donc, dans le serious game, c'est à peu près réglé. Dans le jeu de société plus classique, eh bien, alors il y a les auteurs et les autrices ont des contrats avec les maisons d'édition. Mais néanmoins, si par exemple, toi, tu vas à la ludothèque de ton quartier et que tu vas emprunter un jeu, et ce jeu, la ludothèque, elle ne va pas payer son jeu plus cher et elle ne va pas non plus payer des droits à une structure qui collecte des fonds pour rémunérer les auteurs et les autrices, par exemple. Ça, c'est une différence. Donc, je ne sais pas si c'était exactement ta question, mais en tout cas, voilà, la différence, c'est qu'aujourd'hui, le fait de ne pas être reconnu comme œuvre culturelle, ça a ça comme conséquence, c'est-à-dire que les auteurs et autrices sont moins rémunérés que un romancier, par exemple, ou une romancière. D'accord. Donc, toi, en tant qu'autrice de serious game, un client, il peut t'acheter tous tes droits? Ah non, il ne peut pas m'acheter tous mes droits. Les droits d'auteur, c'est des droits de la propriété intellectuelle. En gros, il y a 2 paquets dedans. Il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Ça, je peux les céder. Et puis, je vérifie mes notes que je ne dise pas le mauvais mot, mais c'est les droits moraux. Et les droits moraux, pour le coup, ils sont incessibles. C'est-à-dire que je ne peux pas, même si je le voulais, je ne pourrais pas les céder. Dans les droits patrimoniaux, il y a tout ce qui est droit de commercialiser, je peux céder les droits de reproduction, je peux céder les droits par exemple, pour faire traduire le jeu, je peux, de communication autour du jeu. Enfin, je peux vraiment céder plein de choses. Les droits moraux, en revanche, ça va être le fait que je suis pleinement autrice en l'occurrence pour moi, du jeu. Et ça veut dire que je peux décider déjà, on ne peut pas enlever mon nom du jeu. Alors, je peux ne pas demander à ce qu'il soit associé au jeu, et dans ce cas-là, on s'en fiche, je ne suis pas mentionnée. Mais si le client, par exemple, je demande à ce que ce soit le cas et le client ne veut pas mettre mon nom sur le jeu, ça, il n'a pas le droit. Et je ne peux pas céder ce droit-là, il ne peut pas avoir la pleine responsabilité de ce qu'il fait. De la même manière, je peux aussi dire, finalement, je suis autrice de cette œuvre et je ne veux plus qu'elle soit commercialisée, je ne veux plus qu'elle soit distribuée. J'ai le droit de le faire. C'est mon droit en tant qu'autrice. Après, j'ai le droit. Mais les conséquences, elles existent. Donc, en général, le client, il va très bien me dire dis donc, OK, on t'a acheté ça tant, du coup, tu nous rembourses. Et puis, même, tu nous rembourses un peu plus qu'on a passé du temps avec toi. Donc, voilà, ça peut avoir des conséquences. Mais en tout cas, on ne peut pas m'enlever ce droit de revenir sur ma création. Donc, en tant que client, oui. Potentiellement, si tu me cèdes les droits, oui. je peux tout faire avec le jeu, sauf en devenir l'auteur. C'est ça.
C'est ça. Tu ne peux pas en être l'auteur, mais par contre, si je te cède tous les droits, et en général, on met, comme nous, on achète des droits qui sont limités, Vous achetez à qui illustrations, essentiellement pour les jeux. Pour les serious games, en général, on met une durée de vie, alors ça varie, mais entre 5 et 15 ans. Et puis, on doit définir les droits patrimoniaux. Donc, on va définir, par exemple, est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est pour la cible de l'entreprise. C'est pas pareil d'avoir des dessins qui sont utilisés et un jeu qui est utilisé en interne dans une entreprise de 1000 personnes qu'un jeu qui va être diffusé ou commercialisé, par exemple, et sur lequel l'entreprise va avoir des droits, enfin, va tirer un profit. Donc, peut-être qu'il y a des arrangements, ou en tout cas, les conditions sont à définir, en fait. D'accord. Si je me rappelle bien de mes cours sur la propriété intellectuelle, on parlait souvent d'originalité. C'était il n'y a pas longtemps, ça, Delphin, non ? C'était il y a bientôt 10 ans. Dis-moi. On parlait beaucoup d'originalité, de savoir que, en fait, on pouvait protéger que quelque chose qu'on considérait original. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on défendait souvent ces droits, c'est de dire, toi, tu es en train de m'attaquer, mais en fait, tu m'attaques par rapport à des droits que tu as mis sur quelque chose qui n'était pas original, parce que regarde, 10 ans avant toi, quelqu'un avait déjà fait quelque chose qui y ressemblait. C'est ça. Alors, c'est toujours le cas. Et ça, c'est plutôt les maisons d'édition de jeux de société qui font des choses comme ça. En l'occurrence, effectivement, il faut, pour être auteur ou autrice, il faut que l'œuvre soit originale. Et c'est pas parce qu'on n'est pas au courant que ça existe que du coup ça nous enlève on n'avait qu'à se renseigner. Ouais. Donc il faut que ce soit vraiment original, il faut que ce soit qu'on y ait mis que ça représente un travail, qu'il y ait un travail créatif, et puis il faut que ce soit matériel. C'est-à-dire que je ne peux pas déposer une idée. Ça ne se dépose pas. Enfin, on ne peut pas être propriétaire d'une idée. Donc, le jeu, il doit avoir une forme. C'est pour ça que, par exemple, quand tu joues dans la voiture avec tes enfants, je pense à un truc et puis posez-moi des questions pour deviner ce à quoi je pense ou qui je suis. En fait, c'est le devine-tête qu'on connaît. Et le devine-tête, c'est un jeu à part entière parce que, en tout cas, qui a une propriété intellectuelle dessus, parce qu'il y a les petits bandeaux pour mettre sur la tête, les cartes, etc. Je pourrais imaginer que je crée à partir de cette même idée quelque chose de complètement différent, avec des règles différentes où c'est plus chacun son tour, on pose une question, mais tout le monde pose à la même personne, et puis il y a des contraintes dans la formulation des questions, et puis je ne mets pas ça sur ma tête, mais j'ai une petite enveloppe dans laquelle ça se glisse. Et bien là, pour le coup, j'ai un jeu qui est différent, qui se base sur la même idée, mais qui est différent, qui prend une forme différente, et je peux avoir des droits d'auteur sur cette nouvelle façon de mettre en œuvre le jeu. D'accord. C'est clair ? Ouais. Donc, c'est pour ça que la difficulté, c'est dans l'univers du jeu, on va dire quelque chose, même s'il y a des nouveautés qui sortent dans les jeux, mais sur les mécaniques, sur les interactions entre joueurs, sur les conditions de fin de partie, en général, on a des choses qui sont assez proches et qui sont déjà existantes, en fait. Donc, ce qui va jouer, c'est l'articulation entre toutes ces étapes, le matériel de jeu, l'écriture des règles, et c'est ça qu'on va... et puis, les illustrations, enfin, tout l'univers qu'on met autour, et c'est ça qui fait, finalement, la création. Oui, on voit bien sur les présentations de jeux, souvent... c'est le croisement entre tel jeu et tel jeu pour expliquer plus rapidement en fait. C'est ça, on retrouve des mécaniques. Si vous jouez à Point City, vous allez retrouver des mécaniques de Splendor. Vous allez Et c'est pas pour ça que c'est pas un jeu qui est différent et qui mérite des droits d'auteur. Voilà. Et puis, il y a eu un effort, le design n'est pas le même, les règles ne sont pas écrites pareil. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et quand on est auteur ou autrice, de ne pas faire de plagiat, volontairement ou involontairement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché au monde du serious game design et aux formateurs et formatrices, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser des jeux grand public et de modifier les règles ou de modifier et de prendre l'artefact, c'est-à-dire l'objet, et de l'utiliser. Eh bien, en fait, il y a une protection. Je devrais demander l'autorisation et normalement rémunérer l'auteur ou l'autrice. Et là, voilà. Donc, c'est important... Bon,
de le faire, d'éviter de le faire déjà. Et puis, quand on le fait, c'est possible d'appeler les maisons d'édition. Et quand on est vraiment auteur ou autrice serious game designer, en l'occurrence, non, on ne fait pas ça en fait. Nous, notre qualité, c'est de produire des jeux qui sont originaux et de céder quelque chose que notre client va pouvoir utiliser vraiment pleinement sans se poser la question de plagiat, etc. Et quand on diffuse un jeu à 200 personnes ou qu'on communique sur des salons, par exemple, avec un outil, avec un serious game, oui, il faut être droit dans ses bottes et pouvoir le faire. D'accord. Si on revient sur la notion d'auteur et d'autrice, aujourd'hui, un jeu, tu l'as dit, c'est l'assemblage de plusieurs choses, dont des illustrations, dont potentiellement, tu disais, des objets. Donc, je suppose que, du moins, peut-être que certains serious game designers fabriquent leurs objets, mais que d'autres non. Du coup, à la fin, c'est qui l'auteur ou l'autrice du jeu parmi tous ces gens ? En fait, celui ou celle qui crée, qui va finalement prendre la direction, c'est-à-dire qui va réfléchir au jeu, si on prend dans une équipe projet, en fait, celui qui donne les consignes, celui qui dit, admettons qu'on travaille ensemble, ça va être plus parlant. Je décide de faire un jeu, mon client me demande un jeu sur, je ne sais pas quoi, comment est-ce que l'ostréiculture. Voilà. Je vais faire des cartes sur l'ostréiculture et en fait, je vais te demander à toi de, par exemple, créer les textes sur les cartes. Mais moi, je vais te dire, les cartes, elles doivent faire 10 par 15 cm. Tu dois mettre le texte en haut. Le texte, il doit faire à peu près 15 mots. En tout cas, je le relirai pour être sûr que c'est OK. Et puis, je vais demander à quelqu'un d'autre de faire les illustrations. En fait, tu n'es pas du tout auteur. C'est moi qui ai donné toutes les consignes de réalisation, qui ai fait les règles, qui ai dit le nombre de cartes, etc. Donc là, je suis complètement autrice. La personne qui aura fait les illustrations, ça dépend en fait. Si je donne, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on donne quelques consignes, mais il y a vraiment une création artistique en face, et dans ce cas-là, il y a de l'autorialité pour la personne qui fait les illustrations. Si en revanche, je dis et on va plutôt parler dans ce cas-là de graphisme, et je dis, je veux un bord rouge sur la carte de 2 mm de machin, et que je donne les mêmes consignes finalement que d'écriture pour toi pour les cartes, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autorialité. Voilà. Donc là, j'ai pleinement... c'est moi qui suis... Ce qui veut dire que dans une entreprise... Si on te missionne, allez, je prends toujours ton exemple, mais si ton entreprise te dit, tiens Delphin, crée-moi un jeu sur tel truc, ça serait cool pour communiquer auprès de nos clients. Et que c'est la seule consigne que tu as, et que toi, tu vas tout driver le projet, tu vas imaginer le jeu, tu vas le créer, et t'es auteur, complètement. Ça veut dire que ton entreprise, elle n'a pas la propriété intellectuelle, et elle doit te rémunérer pour avoir les droits patrimoniaux et avoir la possibilité d'utiliser ton jeu. Ça veut dire que elle ne peut pas s'octroyer, si tu pars de l'entreprise, tu peux partir avec ton jeu, et c'est pas dans ton contrat, c'est pas une question de petite ligne dans le contrat de travail, c'est-à-dire que peu importe, il faudra une rémunération, il faudra un contrat, alors la rémunération elle peut être de plein de sortes différentes, mais oui, tu dois avoir une contrepartie, un petit peu comme, tu te souviens des clauses de non-concurrence. Voilà, on sait tous maintenant qu'une clause de non-concurrence, elle doit être, comment on appelle ça, pas défrayée, mais enfin, en tout cas, on doit dédommager la personne. C'est pareil pour les droits patrimoniaux. D'accord. Après, il y a la question de est-ce qu'on est plusieurs ? Parce que là, c'est OK, je peux le faire en étant commandité par mon entreprise ou tout seul, peu importe. Dans les deux cas, je suis pleinement auteur ou autrice. Et puis après, il y a admettons qu'on fasse le même jeu sur l'ostréiculture, mais on le fait tous les deux en même temps. C'est-à-dire, on se dit « Ah, mais tiens, on pourrait faire ça » et toi, tu me dis « Ah, mais non, ça serait mieux comme ça ». Et en fait, on n'est pas capable de savoir qui a créé quoi et on l'a vraiment créé ensemble. Ça, pour le coup, c'est une œuvre de collaboration. Et quand on est sur ce type d'œuvre, ça veut dire, c'est comme quand on a une maison ensemble en fait, en indivision, c'est-à-dire tu peux rien faire sans que je sois d'accord et moi je peux rien faire sans que tu sois d'accord. Donc il y a vraiment cette co-autorialité qui est possible. Si en revanche on a bien séparé, toi tu as fait je sais pas quelle partie du jeu, j'ai fait du storytelling, pardon, on parlait de l'écriture tout à l'heure, j'ai fait, tu m'as pas dit faut écrire ça dans les cartes,
Tu m'as dit, faut que tu donnes un contexte global au jeu, et donc tu vas faire tout le storytelling de l'autorité. Et moi, je vais faire toutes les règles, l'articulation, l'équilibrage, comment est-ce qu'on va utiliser ces cartes. Et ben, on est chacun auteur et autrice pour moi de la partie qu'on a créée. Ça veut dire que toi, tu peux partir utiliser tes textes dans complètement autre chose. Tu pourrais faire une BD avec si tu veux. Et moi, je peux utiliser la mécanique pour autre chose. Par contre, on ne doit jamais nuire à l'autre dans l'usage qu'on fait de notre propriété. Donc, dans le cas d'avant, ça veut dire que moi, je veux refaire le même jeu sur un autre sujet, il me faut ton accord. Dans le cas où on a fait ensemble, mélanger. C'est ça. Tu peux pas en fait recréer quelque chose en t'inspirant. Mais on l'a créé ensemble, donc en fait t'es pas tout seul à décider. Tu seras obligé de faire avec moi. C'est important parce que, c'est une réflexion qui peut être intéressante dans les jams. Parce qu'il y a beaucoup de jams, de serious game jam qui se mettent en place ou de game jam. En fait, vous n'êtes pas auteur. Vous partagez l'autorialité avec votre équipe. Donc, ça veut dire que demain, vous ne pouvez pas décider seul de l'avenir du jeu. Ou il faut le savoir. Je prends un cas dans le bootcamp que j'organise. Je sais que les personnes qui vont créer le jeu, elles vont le créer, mais que moi, je vais être là et qu'en général, je donne beaucoup de conseils, je vais driver vraiment la création. Donc, on pourrait et des fois, je suis vraiment co-autrice. Donc, je fais attention à céder en fait les droits patrimoniaux pour que il n'y ait pas de discussion, pour que la personne, elle fait le bootcamp, mais au moins, elle peut faire ce qu'elle veut du jeu. Après, elle peut le commercialiser, elle peut gagner des millions d'euros. C'est pas encore arrivé, mais je pense que je serai un peu frustrée le jour où ça arrivera. Si tu devais synthétiser un peu là, en quelques points, la propriété intellectuelle sur les serious games, c'est quoi les points importants pour toi ? Alors, d'une part, on est auteur ou autrice quand on crée une œuvre originale, pleinement originale, qu'elle prend forme, que c'est un objet et que en plus on peut prouver sa paternité ou maternité en ayant en général des traces. C'est plus simple si jamais un jour on va en justice. D'accord. Donc je crée une œuvre originale. Je suis toujours détenteur, quoi qu'il arrive, des droits moraux sur ce que j'ai créé. Par contre, je peux céder les droits et il faut les céder pour sécuriser un petit peu tout le monde, même si c'est souvent un moment de crispation. Et puis ensuite, je vais me poser la question de est-ce que je l'ai créé tout seul ou est-ce que je l'ai créé avec d'autres ? Si je l'ai créé avec d'autres, je fais attention quand je cède ou quand j'utilise le produit de cette co-création, sur est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas ? Et je me rappelle que je n'ai pas le droit de céder quelque chose que je ne détient pas. Et puis, je me rappelle aussi que mon employeur n'est pas de fait propriétaire, même si c'est sur mon temps de travail que j'ai créé, de l'autorialité de l'objet que j'ai créé. Merci Susan. Avec plaisir Delphin. Évolue.